Allez, salut à toi. Donc dans cette vidéo, je vais te faire un petit topo sur l'utilisation des bâtons en trail. Et l'idée, c'est de comprendre à quel point les bâtons peuvent être utiles sur des courses de trail, même en randonnée, hein. Comment est-ce qu'il faut les utiliser en fait? Comment arbitrer entre le haut et le bas du corps? Quelle puissance se mettre avec les bâtons? Jusqu'où faut aller? Et ensuite, on verra, je vais essayer de t'expliquer quels sont les muscles qui sont mis en jeu, en tout cas ceux qui contribuent euh, en tout cas, les muscles qui sont un peu plus utilisés lorsqu'on utilise les bâtons. Et de fait, si on utilise des muscles de manière un peu plus intensive, bah, peut-être qu'il est intéressant de mettre en place des programmes de renforcement, notamment ou de musculation. Donc, je t'expliquerai ça à la fin. Et donc, tu pourras utiliser ça lors de tes entraînements. Alors, les bâtons, super intéressants. En trail, tout le monde en utilise. Et pourquoi? Bah, en fait, le but, c'est quand même d'aller plus vite. Sur une course, souvent, on utilise les bâtons pour ça. Ou parfois pour se simplifier un peu la vie, en tout cas pour que la course soit plus simple. Mais le premier argument, c'est quand même la vitesse. Euh, Ou bah, des fois, la vitesse, c'est aussi passer une barrière horaire, hein, mais on est toujours dans le domaine de la vitesse, en fait. Comment est-ce que je vais le plus rapidement d'un point A à un point B? Alors c'est pour ça qu'il faut revenir quand même sur cette formule qui peut paraître un peu compliquée, mais en fait qui est assez simple à comprendre. Et ensuite, durant toute la démonstration, en fait, là, je vais expliquer comment chaque point impacte cette formule, où est-ce que ça l'impacte, et du coup, bah, en fait, pourquoi la vitesse elle augmente lorsqu'on utilise les bâtons de manière intelligente. Donc la vitesse en course à pied, en trail ou même en rando, en fait, elle est définie par quatre paramètres. En fait, 3 plus un. Moi j'aime bien en rajouter un, je vais t'expliquer. Le premier, c'est la VO2 max. La VO2 max, c'est la taille de ton moteur. Donc, si on fait une analogie avec la voiture, c'est vraiment la taille du moteur de la voiture. Sa puissance max. Ensuite, on a le pourcentage ici. En fait, c'est la fraction de VO2 max. Donc, quel est le pourcentage de ce moteur que tu es capable d'utiliser? Plus la course va être longue et plus bah, en fait, ce pourcentage va être petit. Mais un des buts de l'entraînement, c'est quand même d'augmenter ce pourcentage. Et donc, bah, si tu augmentes le pourcentage, si tu fais ta VO2 max fois le pourcentage, ce sera plus élevé, logiquement. Ensuite, on a l'économie de course. Donc en fait, l'économie de course, c'est la quantité d'énergie que tu vas utiliser pour parcourir 1 km par exemple, à une intensité sous-maximale, donc disons tempo. Par exemple, au-dessus de ton endurance fondamentale, un ressenti de l'effort 5, 6 sur 10 par exemple. Et donc plus tu vas être économe, moins d'énergie tu vas utiliser pour parcourir 1 km. Donc il faut vraiment le voir comme ça. Moins d'énergie tu vas utiliser pour parcourir une certaine distance. Donc ça va baisser. Donc l'économie va baisser. Quand elle s'améliore, elle baisse. Et donc la vitesse va augmenter. Et ensuite, on a un quatrième paramètre que j'ajoute dans cette formule qui est la durabilité, qui est vraiment utile sur des courses comme donc le marathon, les trails un peu plus longs. Bah, dès qu'on va arriver sur 2-3 heures et bah, jusqu'à 30 heures de course hein, parfois. L'idée derrière la durabilité, c'est de se dire que des paramètres tels que l'économie ou la VO2 max souvent sont mesurés en labo ou lors d'un test terrain. En tout cas, on essaie de les approcher. Par exemple, avec un test VMA, on va essayer d'approcher une valeur de VO2 max. Bah en fait, ces valeurs, elles sont mesurées au repos, en tout cas juste après un échauffement. Par contre, quand tu as fait 20 heures, bah en fait, ta VO2 max, en réalité, si tu refaisais le test au bout de 20 heures, bah ça serait pas la même, elle aurait baissé et ton économie aurait pour le coup augmenté, donc elle serait moins bonne. Et la durabilité, ce paramètre, en fait, il va permettre de réguler entre guillemets VO2 max et économie euh, en se disant que bah ouais, ça ok, c'est au repos, ça c'est au repos, en tout cas après un échauffement. Mais après 20 heures de course, bah faut que j'ajuste. Donc en fait, on va utiliser ce paramètre D, qui est compliqué à quantifier, mais c'est juste pour avoir l'idée, en fait, le raisonnement. Donc les bâtons, ils vont jouer sur plusieurs de ces paramètres et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc la première chose, c'est sur l'économie de course. Donc ce graphique est issu d'un article, je vais tout mettre en description. Donc en commentaire ou en description de la vidéo. Donc en fait, les chercheurs ont pris donc en fait, les personnes qui ont écrit cet article, les chercheurs en l'occurrence ici, ont fait courir 11 personnes sur un tapis incliné à différentes inclinaisons, donc ça va de 10 à 40. Et à chaque fois, ils ont mesuré le coût énergétique, donc en fait l'économie de course.
donc exprimé ici en joules par kilogramme par mètre. Et ici, on parle de mètres, non pas de distance. Pour quelqu'un qui fait du marathon, on aurait mesuré la distance. Mais ici, c'est la distance, le dénivelé en fait, l'élévation. Logique parce qu'on parle de trail et en l'occurrence, on parle d'utilisation des bâtons en montée, donc ça a plus de sens. Et on ramène aussi au poids de corps. En fait, l'économie de course est quand même dépendante du poids de la personne. Donc en fait, pour unifier un peu le tout, pour normaliser, on divise par le poids de corps. Donc ça vous donne ce graphe. Donc la consommation d'énergie à différents degrés de pente, avec ou sans bâton. Donc avec bâton, c'est les cercles vides, et sans bâton, c'est les cercles pleins en noir. Et ce qu'on peut voir, c'est que dès 15 degrés de pente, en fait, lorsqu'on a des bâtons, on utilise moins d'énergie. Mais ça devient vraiment significatif à partir de 25 degrés de pente. Significatif d'un point de vue statistique. Donc disons qu'autour de 20-25, là, on peut avoir quand même, on peut pratiquement être sûr que utiliser bâton est assez bénéfique. Et d'ailleurs, on le voit avec une moyenne qui a été tracée. Hein. On a la moyenne de la consommation énergétique ici en très plein avec bâton. Et sans bâton, c'est très en pointillé, on est quand même au-dessus. Avec sans bâton, on est quand même au-dessus qu'avec bâton. Donc, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut en déduire C'est-à-dire que à utilisation d'énergie fixe, tu iras plus vite lorsque tu utilises les bâtons. Et donc ça, c'est un intérêt en course. Mais par contre, si on fait un peu l'inverse, à une vitesse stable, imagine tu fais une rando, en fait, tu as une vitesse stable, si tu utilises les bâtons, tu vas dépenser moins d'énergie. Donc ça, c'est plutôt cool. Ta randonnée te paraîtra plus simple. Ou la même chose, en fait, si tu veux faire une course, mais que toi, tu vises pas un temps, tu veux juste passer les barrières horaires, en fait, c'est cool de se dire que tu vas utiliser moins d'énergie en gardant la même vitesse. Donc c'est aussi intéressant, on peut le voir comme ça. Ensuite, dans le même article, hein, dans le même papier scientifique, les chercheurs ont regardé le RPE. Donc là, en fait, ici, hein, à chaque palier, ils mesuraient la consommation énergétique. En fait, ils demandaient aussi le RPE aux participants. Le RPE, c'est un ressenti d'effort, donc sur une échelle qui va de 1 à 10. 1, c'est vraiment simple, 10, t'es à ton max, pour faire simple. Et donc, on leur a demandé le RPE. Et ce qu'on peut voir, c'est que dès 15 degrés de pente, en fait, le RPE, il est plus faible lorsqu'on utilise les bâtons. Bon, en réalité, il est déjà à 10 degrés de pente, mais ça devient vraiment significatif d'un point de vue statistique à partir de 15 degrés de pente. Et donc ça, c'est super intéressant parce que si on fait la comparaison, là, c'était à partir de 20-25, et là, c'est 10-15. Donc il y a quand même 10 degrés de différence, et 10, c'est pas si pentu. Hein. 10-15, c'est pas si pentu. Ça commence à l'être, mais c'est pas si pentu. Pour du trail, en tout cas. Si on parle de vélo, c'est pentu, mais pour du trail, c'est pas très pentu. Donc c'est assez intéressant de se dire qu'il ne faut pas juste regarder la consommation d'énergie, mais il faut aussi regarder le RPE. Et pourquoi c'est super intéressant le RPE? Parce que sur des épreuves longues, un des facteurs de perf, à la fin, c'est la gestion de la fatigue. Et c'est quand même étroitement lié avec le ressenti de l'effort. Et donc si on économise, entre guillemets, du ressenti de l'effort dès le début de la course en utilisant les bâtons dans des pentes importantes, c'est autant de cartouches qu'on va pouvoir utiliser en fin de course. Sur un ultra, quand il va vous rester 4-5 heures, qu'il faut continuer un peu à pousser, si votre début de course était plus simple d'un point de vue ressenti, ici, vous allez pouvoir envoyer un peu plus. Et donc, en fait, ça va directement jouer sur le paramètre durabilité, en fait, tout simplement. On va pouvoir augmenter un peu tous nos curseurs parce que notre ressenti de l'effort sera plus faible que comparé à la situation où on n'avait pas utilisé de bâton. Donc ça, c'est un résultat super intéressant. Il faut cependant le prendre avec quelques pincettes. C'est qu'en fait, les personnes, donc ici, les personnes qui ont réalisé l'expérience, on fait courir, on fait marcher des coureurs sur des paliers de 5 minutes. Donc c'est quand même un temps assez court, en tout cas. C'est pas des courses de 2, 3, 4, 5 heures, 10 heures. En moyenne, la VO2 max de ces participants était de 74, donc c'est clairement largement au-dessus du peloton qu'on peut rencontrer sur n'importe quelle course. On avait uniquement 11 participants. Cependant, il y a quand même pas mal d'autres études qui sont notamment citées dans cette étude, hein, qui reprennent globalement les mêmes résultats et qui expliquent qu'à partir de 20%, 20-25%, on a quand même une utilité à utiliser les bâtons, notamment d'un point de vue de la consommation
d'énergie. Donc ça c'est plutôt cool. Les bâtons semblent ont une utilité clairement sur les fortes pentes. L'idée ensuite c'est de se dire comment est-ce que j'arbitre entre le haut et le bas du corps. Quelle puissance je mets en haut, quelle puissance je mets en bas. En fait on pourrait se dire bah ouais je vais essayer de mettre le plus possible. Tiens, par exemple on pourrait se dire je vais essayer de mettre le plus possible sur le haut du corps en début de course. Comme ça en fin de course bah mon bas sera un peu plus frais. Bah cette intuition peut être correcte mais en fait c'est pas si simple. C'est pas si simple. Il y a une autre expérience qui a été menée. Euh, et en fait, les chercheurs ont fait pédaler des individus sur ce genre de machine. Donc en fait, on peut pédaler avec les bras et on peut pédaler avec les jambes. C'est plutôt cool. Et dans les deux cas, en fait, les participants étaient à une vitesse sous-maximale. Ouais, développer une puissance sous-maximale. Et en fait, ils devaient rester dans une fourchette de battements cardiaques. C'est l'intensité qu'ils devaient respecter. Et en fait, on a mis en place deux modalités. Donc la première, c'était respecter cette contrainte des BPM, des battements cardiaques, en pédalant avec les bras et avec les jambes, et en développant une certaine puissance avec les bras et une certaine puissance avec les jambes qui étaient dictées en fait par les chercheurs. Vous n'aviez pas le choix. Et après, on a mis en place une deuxième modalité qui était la suivante. En fait, les personnes pouvaient arbitrer elles-mêmes la manière dont en fait elles développaient leur puissance. Donc par exemple, on pouvait développer je tiens un truc un peu hasard, mais 5% de puissance avec les bras et 95% avec les jambes. En fait, vous faisiez ce que vous voulez. Le but, c'était juste de rester dans la fourchette, dans la plage de fréquence cardiaque. Et donc, durant ces deux protocoles, on a mis en place différentes mesures. La première chose, c'était de regarder les watts développés, les watts totaux, donc tant par les bras, par les jambes. Et en fait, entre les deux modalités, on est sur des watts équivalents. Ensuite, on regarde la consommation d'oxygène, pareil, équivalent. Par contre, on a regardé le RPE, donc ressenti l'effort au niveau des bras, des jambes, et le RPE central, donc on va dire le RPE global. Et là, c'est super intéressant, c'est qu'en fait, quand la personne peut elle-même choisir l'intensité, ces 3 RPE sont plus faibles. Quand je dis la personne choisit l'intensité, c'est entre le haut et le bas du corps. La personne arbitre la manière dont elle développe sa puissance. Et donc, le RPE était plus faible sur ces 3 composantes. Donc, c'est super intéressant. Parce que si on fait l'analogie avec le trail, ça veut dire que tout simplement, vous êtes capable de manière instinctive de savoir quelle puissance vous devez mettre en haut ou quelle puissance vous devez mettre en bas pour d'une certaine manière optimiser votre RPE, donc pour optimiser la durabilité. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est plutôt cool. Par contre, ça ne veut pas dire que votre utilisation des bâtons est optimale. Parce que peut-être que votre technique est défaillante, donc du coup l'économie va se dégrader, donc ce paramètre va augmenter et la vitesse va diminuer. Ensuite, peut-être que les muscles qui sont mis en jeu lors de l'utilisation des bâtons, on va revenir dessus, manquent de puissance. Donc en fait, clairement, vous n'allez pas être rentable et votre vitesse va diminuer ou va stagner. Souvent, elle stagne avec une consommation énergétique plus élevée, on s'en rend pas compte. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, quels sont les muscles qui sont mis en jeu lorsque j'utilise les bâtons. Donc en fait, j'ai agrégé ici le résultat de différentes études qui comparaient l'activité musculaire. Donc en fait, on a réalisé une électromyographie, on regarde l'activité électrique au niveau des muscles qui permet d'extrapoler une activité musculaire. Et en fait, différentes expériences ont été menées, on compare avec ou sans bâton. Donc souvent dans les protocoles, on parlait de marche avec bâton, de marche nordique et pas explicitement de trail. Cependant, on se rapproche quand même de la modalité trail parce que dans un trail, au bout de 40 km, la plupart des gens vont marcher dans les pentes. Et même en fait, une grande partie des coureurs des plus aguerris. Donc en fait, on peut quand même utiliser ces études, en tout cas pour avoir des enseignements assez intéressants. Donc ce qu'on peut voir, c'est que quand on utilise les bâtons, tous les muscles du haut du corps sont beaucoup plus utilisés. Donc le grand dorsal au niveau du dos, le triceps au niveau des bras, deltoïde antérieur c'est l'avant de l'épaule, le biceps au niveau du bras et ensuite les obliques externes et le muscle droit de l'abdomen, donc les abdominaux.
Donc là, les ordres de grandeur ne sont pas véritables. C'était juste pour montrer que c'était significativement plus utilisé avec bâton que sans bâton. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu le phénomène inverse qui apparaît. C'est que les quadris, donc le vaste latéral, en l'occurrence, est moins utilisé avec bâton. Et les muscles des mollets, c'est-à-dire les gastrocnémiens et le solaire, sont moins utilisés avec bâton. Par contre, ça c'est aussi intéressant. Le grand fessier, il n'y a pas de différence au niveau du grand fessier, ni au niveau des ischios, parce que en fait, ce qui va vraiment être utilisé lors de la propulsion pour développer de la puissance, ça va être les quadris et en gros les mollets. Mais quand on voit ça, en fait, on peut faire directement un lien avec le RPE. C'est de se dire que quand on utilise le haut du corps, on va soulager le bas. Là, c'est ce qu'on voit au niveau de l'activité musculaire. Mais ça va aussi descendre diminuer le RPE, tout simplement parce qu'en fait, on va diluer un peu l'activité sur l'ensemble du corps. Et forcément, ça va permettre d'avoir un ressenti plus faible et donc une meilleure durabilité. Donc c'est plutôt super intéressant. Cependant, comme je l'ai déjà dit, il faut que tous ces muscles-là, ils soient assez bons, assez développés pour qu'en fait, ce paramètre ou ce paramètre s'améliore. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Donc là, ça pourrait t'intéresser maintenant parce qu'en fait, je vais parler des choses que tu peux mettre en place pour développer grand dorsal, triceps, deltoïde antérieur, biceps, oblique, externe et muscles droit de l'abdomen. En tout cas, optimiser ces muscles en vue de mieux utiliser les bâtons. Ok, donc tu vois, je t'ai fait une petite animation. Alors, tous les mouvements que tu vois, c'est pas du tout exhaustif, hein. On peut en imaginer plein d'autres. Tu peux même en imaginer toi-même. Mais ça donne une petite idée de ce qu'on peut faire avec ou sans matériel. Et ensuite, je vais t'expliquer quelles modalités mettre en place, le nombre de séries, le nombre de reps qu'on peut éventuellement envisager selon le matériel qu'on a à disposition. Donc le premier muscle, le premier groupe musculaire, c'est les abdominaux qu'on peut travailler. Et on peut notamment travailler les obliques externes. Donc obliques externes et muscles droits de l'abdomen. Ça, c'est des muscles qui vont vraiment être utilisés pour améliorer la stabilité du tronc. Lorsqu'on utilise les bâtons, on va amener le bras vers l'avant un peu plus que ce qu'on fait en marchant de manière traditionnelle et ça va avoir tendance à désaxer le corps, le tronc en tout cas. Donc ça va permettre vraiment d'améliorer la stabilité. De toute manière, avec ou sans bâton, ce genre d'exercice est quand même intéressant. Donc là, on va essayer de travailler ce muscle, le muscle oblique. Et clairement, l'idée, en fait, c'est de mettre en place de l'instabilité. Parce qu'en fait, quand tu cours avec les bâtons, ou même sans bâton, tu as de l'instabilité. Mais l'idée, c'est quand même de reproduire cette instabilité avec un peu plus de magnitude, on va dire. Parce que sinon, en fait, l'instabilité, tu la retrouves déjà quand tu t'entraînes sur le terrain. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin et de mettre plus d'intensité sur l'instabilité. Donc, ce genre de mouvement le permet. Là, on a la même chose au niveau du muscle droit de l'abdomen. Donc, par exemple, tu peux te mettre sur un Swiss ball. Là, le personnage ne bouge pas, mais tu peux imaginer faire des cercles avec le Swiss ball. Ça va rajouter vraiment de l'instabilité sur cette planche. Et là, un peu pareil, tu fais des cercles avec les jambes. Et ça permet d'être instable. Donc, ça, c'est intéressant au niveau du muscle droit de l'abdomen. Ce genre de mouvement, tu peux le mettre en place sur des circuits, par exemple. Tu vois, tu mets en place 5, 6, 7, 8 exercices, tu fais des circuits, tu fais 5 fois le circuit, dont ces mouvements. Durant une période prédéfinie, ça dépend de ton niveau, tu vois, tu peux aller de 15 secondes à 45 secondes, par exemple. Ensuite, ce qu'on va vouloir travailler, ça c'est quand même un des muscles les plus importants pour les bâtons, c'est les triceps. Donc la première chose à travailler, c'est vraiment l'endurance. Des fois, on parle d'endurance de force, mais ça va vraiment être l'endurance. Et ça, c'est sur le terrain, en fait. Il faut que tu utilises tes bâtons dans des pourcentages que tu vas rencontrer en course pour améliorer l'endurance. Mais une fois qu'on passe le paramètre endurance, l'idée, c'est de se dire, OK, il faut aussi que j'améliore la force. Donc, on peut utiliser différents exercices. Donc, au poids de corps ou avec un gilet lesté, on peut faire des pompes ou des dips. Donc là, on va quand même être sur des séries euh, logiquement plus courtes que sur le terrain, parce que sur le terrain, en fait, tu fais énormément de séries, tout simplement parce que tu utilises les bâtons pendant 2, 3, 4 heures. Là, l'idée, c'est de faire une 10, 12 séries, et en fait, ça va vraiment dépendre de votre niveau. Est-ce que ça a du sens de faire des séries de 40, 50 reps? Pas forcément, parce que ça va être un travail d'endurance, et ça, tu le fais déjà sur le terrain. Donc,
C'est cool de rester autour de 10 reps. Ça va être un travail qu'on appelle plutôt d'hypertrophie. En gros, ça va développer du muscle. Alors attention, tu vas pas devenir ultra musclé comme les gens dont en fait c'est le sport principal de faire de la musculation et du bodybuilding. Mais tu peux travailler ça et tu auras aussi un gain de force. Hein, parce que si tu pars de zéro, tu auras aussi un gain de force en faisant ça. Donc ça, c'est super intéressant. Tu peux aussi le mettre dans des circuits. Et donc avec gilet lesté, ça permet de rajouter de la difficulté. Ensuite, on va avoir une extension de triceps. Donc c'est exactement la même chose. Hein. Tu peux travailler sur des séries de 10 répétitions. Cependant, avec cette machine, ce qui est cool, c'est que tu vas quand même pouvoir charger un peu plus et on va pouvoir se rapprocher de la force max. Alors la force maximale, ça va être autour de 3 reps en moyenne. Et la force max, on peut vraiment la développer lorsqu'on fait des mouvements polyarticulaires. Donc par exemple, les squats, c'est un mouvement polyarticulaire. Plusieurs articulations sont mises en jeu. Et on développe plus de force max sur les mouvements polyarticulaires. Donc a priori, sur un mouvement comme ça, on cible un muscle, c'est vraiment localisé, on peut se dire pas forcément intéressant. Donc effectivement, c'est pas forcément intéressant, on va pas aller à 3 reps, voire moins sur ce genre de mouvement. Cependant, tu peux t'en rapprocher progressivement. Si tu commences autour de 12 sur un travail de développement musculaire d'hypertrophie, ensuite tu peux aller descendre jusqu'à 7, 8, 7, 6, 5 reps pour en fait avoir un gain de force. Donc ça, c'est au niveau des triceps. Ensuite, on va travailler le deltoïde antérieur. Donc le deltoïde antérieur, c'est ici, ça va être l'avant de l'épaule. Et bah clairement, en fait, ce deltoïde, il est mis en jeu lorsqu'on va avancer le bâton en fait en avant la propulsion. Et lors de la propulsion, il va jouer un rôle de stabilisateur. Donc tu peux faire des élévations comme ça. Clairement, pas besoin de développer de la force max, c'est exactement la même chose qu'ici, hein, c'est exactement la même logique. Mais ça, l'avantage, c'est que tu peux le faire avec peu de matériel. Faut quand même avoir des haltères. Une kettle. Kettle plus compliqué, halter c'est quand même plus simple. Et ensuite, exactement encore une fois dans la même logique, tu peux travailler le grand dorsal, donc avec du rowing ou un tirage comme ça, un tirage horizontal à la salle. Est-ce que tu peux faire de la force max? Bah pareil, compliqué, mais commence déjà un travail autour de 10 reps sur 3, 4, 5 séries. Un travail autour de 10 reps et tu peux descendre un tout petit peu, mais pas forcément besoin d'aller plus bas. Tout ce travail, effectivement, tu vas me dire, bah en fait, je suis à M-1 de ma course, est-ce qu'il y a un intérêt? Bah souvent, on a tous, on va dire, un volume horaire qu'on peut passer durant la semaine, parce qu'on a tous des contraintes, contraintes familiales, contraintes perso, travail, etc. Et donc, si tu as une heure à passer, est-ce qu'il faut mieux la passer à faire ça qu'à courir? Bah déjà, ça va dépendre de ton volume initial en course à pied. Si tu fais déjà 15 heures en course à pied, ce qui est déjà énorme, euh, bah peut-être que faire une heure en course à pied, c'est pas forcément nécessaire et de faire une heure pour renforcer ses muscles, ça peut être cool. Si tu fais 3 heures de course à pied, continue à faire de la course. Et ça, tu peux l'introduire en début de saison, en tout cas loin de ton objectif. Ça peut être, euh, ça peut être une idée. Par exemple, là c'était l'hiver, pas mal de gens, euh, pas mal de gens font de la vitesse, de la course sur route pour préparer la saison de trail. Ça peut prendre un peu moins de temps. Bah, donc du coup, tu peux mettre en place ces exercices ou en faire qu'une seule partie dans le cadre d'un circuit où tu vas aussi travailler les jambes, par exemple. Si tu travailles ta force max sur des squats, bah tiens, en fin de séance, moi c'est ce que je mets aux athlètes que j'entraîne, bah, on peut aussi développer tiens, un peu ce genre de choses. L'instabilité sur des ballons, faire un peu de tirage, etc. Même au cours de la saison, tu peux faire des rappels en fait. Tu peux faire un rappel une fois toutes les 2 semaines sur ces mouvements. Donc voilà, si on revient à notre planche initiale, là, les bâtons, c'est vraiment... Euh, c'est pas l'élément crucial. Cependant, sur des courses très très longues, ça va vraiment permettre de soulager les jambes, d'améliorer ce paramètre, la durabilité, et ça peut faire la différence. De toute façon, tous les gens, si vous comparez les trails les plus connus, Diagonale versus UTMB, bah, la Diagonale, il n'y a pas de bâton. Donc clairement, tout le monde dit que bah, ça change la donne. Hein. Sur le terrain, on le voit, ça change la donne. Euh, la perception de l'effort est beaucoup plus dure, plus élevée sur la Diagonale. Les temps sont beaucoup plus longs aussi parce que le parcours est compliqué.
ça c'est clair. Mais clairement, c'est une incidence sur le ressenti de l'effort. Et donc ça, c'est le RPE. Donc voilà, j'espère que toutes tes explications t'auront aidé ou en tout cas t'aiguiller sur le fait que au final, faut pas trop se prendre la tête, mais en fait, juste, faut travailler les muscles qui sont mis en jeu lorsqu'on utilise les bâtons et surtout les utiliser sur le terrain pour progresser. Et au final, t'amélioreras ta vitesse globale. Donc si tu as des questions, tu peux me les poser en description de la vidéo. Ça dépend des supports sur lesquels elle sera postée. Et tu peux également aller sur mon site internet, sur mes réseaux sociaux pour me poser des questions directement. Et je serai ravi d'y répondre. Allez, ciao!